facilitation de l'approvisionnement du pays en intrants agricoles et en produits de première nécessité, l'État et le secteur privé se donnent la main. Un cadre de concertation de haut niveau entre les deux parties est mis en place. C'était ce matin à la primature. Une délégation du CNT conduite par le président de l'institution est à Conakry. Colonel Malik Diawa prépare la cérémonie d'ouverture de la session parlementaire permanente du Conseil national de transition de la Guinée, une session qui se veut un renforcement du lien de coopération entre nos deux pays. Ce 27 octobre, les femmes rurales du Mali et les acteurs de l'alimentation étaient réunis à Banamba pour une célébration conjointe des journées mondiales dédiées à ces deux secteurs. Les femmes rurales ont reçu à cette occasion des équipements et kits alimentaires. Nous vous présentons ce soir 3 femmes battantes de la commune rurale de Madina Sako. Elles dirigent la mairie, la sous-préfecture et une entreprise d'électrification. Dans sa chronique Un jour, une formule, Sori Ibrahim Keïta s'intéresse à l'universalisme. On entend fréquemment ces temps-ci droit universel, culture ou éducation universelle. Que comprendre de ces termes? Réponse en fin d'édition. Bonsoir à vous qui nous suivez ici au Mali comme ailleurs dans le monde. Bienvenue au journal. Le président de la transition a reçu en audience l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou qui est le président du Conseil de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Pour plus de précisions, écoutons Mahamadou Issoufou, président du panel de haut niveau sur la sécurité et le développement au Sahel. Il est au micro de Nouhoum Sissoko. Notre entretien a porté essentiellement sur les défis que connaît notre région, que connaît le Sahel. Défis sécuritaires, défis institutionnels, parce qu'il faut continuer à construire nos États, défis climatiques, défis démographiques, défis du développement économique et social. Nous avons noté ensemble que tous ces défis sont entrelacés. J'ai également abordé avec le président la mission que m'a confiée le secrétaire général des Nations Unies en rapport avec l'Union africaine, avec la CEDEAO et le G5 Sahel, mission d'évaluation sécurité-développement au Sahel. Il s'agit d'une mission qui va évaluer les différentes stratégies qui sont mises en œuvre et qui sont en cours face aux défis que j'ai cités plus haut et de faire des propositions et des recommandations afin d'agréger les efforts de tous les acteurs, les États comme leurs partenaires, pour être plus efficaces, pour apporter des réponses plus pertinentes face aux défis que rencontre notre espace commun. Mise en place ce matin à la primature d'un cadre de concertation de haut niveau, État, secteur privé, pour la facilitation de l'approvisionnement du pays en intrants agricoles et en produits de première nécessité. La rencontre était présidée par le Premier ministre par intérim, colonel Abdoulaye Maïga. Reportage Mamadou Fane. La crise multidimensionnelle qui traverse le monde, particulièrement le Mali, a rendu difficile l'approvisionnement de notre pays en intrants agricoles et en produits de première nécessité. À cela s'ajoutent les sanctions de la CEDEAO et de l'IMOA, mettant en difficulté plusieurs secteurs d'activité. Afin de renforcer le rôle des acteurs du secteur privé, le gouvernement décide de mener une série de concertations avec les acteurs de l'économie du pays. Le but de cette rencontre est de parvenir à un plan d'action contenu dans un document pour lancer l'économie de notre pays. L'accès aujourd'hui aux denrées de première nécessité, comme l'approvisionnement en intrants agricoles, sont devenus des sujets de préoccupation majeurs, pas seulement pour le Mali, mais bien entendu pour l'ensemble des États du monde. Une crise est là, tout le monde en parle. Certains n'hésitent pas à rendre la transition responsable, ce qui n'est pas juste à mon humble avis. Mais force est de reconnaître que nul pays aujourd'hui ne se trouve, quand il est question du coût de la vie et de la hausse des prix, logé à bonne enseigne. Nous souffrons tous collectivement, justement, c'est ça le sens de la mondialisation. Ce cadre de concertation de haut niveau, gouvernement, secteur privé, vise à coordonner et à suivre toutes les initiatives visant à faciliter l'approvisionnement correct et régulier du pays en intrants agricoles et en produits de première nécessité.
le Mali se trouve affecté par cette crise pour des raisons tant endogènes qu'exogènes. Face à la situation, le gouvernement ne saurait rester sans réagir. Fidèle à sa mission de créer les conditions du bien-être des populations, il a créé une commission interministérielle en lui assignant un triple objectif, sur instruction très claire de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Lutter contre la hausse des prix, faciliter l'approvisionnement en produits de première nécessité, assurer l'approvisionnement du pays en intrants agricoles. Pour plus d'efficacité, la Commission a choisi de vous associer à ces travaux. Et grâce à votre résistance, grâce à votre intelligence, les objectifs politiques qui étaient recherchés par ces embargos n'ont pas pu être réalisés. Les représentants du secteur privé ont salué cette initiative du gouvernement. Cependant, ils n'ont pas manqué de souligner quelques préoccupations. Le sujet, il est beaucoup plus global et il va au-delà effectivement de la problématique de l'approvisionnement du pays. Nous avons besoin surtout de relancer l'économie du pays. Et relancer l'économie du pays va toucher beaucoup de sujets qui vont aller au-delà de la question de l'approvisionnement du pays en produits et en denrées de première nécessité. C'est le sujet central sur lequel nous souhaiterons travailler avec l'État aujourd'hui. Les défis des banques maliennes aujourd'hui, c'est en fait tout ce qui est commerce avec les banques occidentales. Il faut qu'on puisse travailler rapidement sur ces éléments-là pour pouvoir continuer à approvisionner le marché malien. Donc, et je pense également, en fait, cette initiative est à saluer. Il faut que les Maliens, tous les acteurs se mobilisent pour qu'on puisse sortir de cette crise. Je souhaiterais que le gouvernement du Mali, pour permettre l'approvisionnement correct du marché malien en viande, mette l'accent sur l'aménagement des espaces pastoraux. En Côte d'Ivoire jusqu'en Sierra Leone et au Libéria, le bétail malien est en train de circuler alors que nous avons de l'espace et nous avons besoin vraiment de rentabiliser cet élevage-là. Le Premier ministre a dit prendre bonne note des préoccupations de ses interlocuteurs, des préoccupations qui seront consignées dans le document soumis à leur appréciation avant sa validation la semaine prochaine. Les présidents des collectivités des régions de Badiangara, Douanza et Mopti, les gouverneurs et représentants des 26 communes affiliées à la vallée du Sourou sont réunis au ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Ils sont venus présenter au ministre de tutelle le programme de développement intégré et durable du Sourou, PDIDS. Ce programme financé par le Royaume des Pays-Bas, l'Union européenne et le Mali à près de 190 milliards de francs CFA, compte rendu Fademba Keïta. Accroître la production et la productivité dans les zones agroécologiques de la vallée du Sourou, c'est l'initiative fédératrice des collectivités territoriales membres de l'intercollectivité du Sourou. Ce programme est un plan fédérateur pour la promotion d'un développement intégré et durable du Sourou, mis en place par 30 collectivités, 26 communes, 3 conseils de cercle et 1 conseil régional des régions de Bandiagara, Douanza et Mopti, en vue de transformer ces potentialités au bénéfice des populations du Sourou. Un programme de développement a été élaboré qui comprend 17 axes stratégiques pour un montant estimé à 190 milliards de francs CFA. L'ambassade des Pays-Bas, au nom des partenaires techniques et financiers du programme de développement intégré et durable du Sourou, s'engage à soutenir cet important projet fédérateur. En effet, un de nos projets dans cette zone consistait à étendre la superficie des terres irriguées. L'extension des zones d'irrigation pourrait avoir a priori un impact majeur sur l'ensemble du bassin. En mobilisant plus de partenaires, nous pourrons ensemble adresser, dans une approche intégrée, la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau et les effets des changements climatiques dans le Sourou. Nous allons prendre ce programme comme une référence qui doit servir de source d'inspiration pour l'ensemble des collectivités territoriales du Mali par la définition et la mise en œuvre de projets communs de développement. En effet, je note avec satisfaction la mobilisation partielle du financement du programme d'un montant de 16,4 milliards de francs CFA par le Royaume des Pays-Bas et 13 millions de francs CFA par Acting for Life de l'Union européenne. Le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation apportera son accompagnement et son expertise pour engager des actions pour la mobilisation du reste du financement estimé à 174 milliards de francs CFA.
Tous les acteurs impliqués doivent s'investir pour la gestion efficiente du projet. La gestion efficiente du Sourou ne peut s'opérer efficacement sans la mise en place de structures dynamiques, dotées d'outils stratégiques et d'aide à la décision pour mieux accompagner l'intercollectivité du Sourou dans la mise en œuvre de ce programme très important qui prend en compte les orientations du plan d'action du gouvernement de transition et en harmonie avec les objectifs du cadre stratégique pour la relance économique et le développement durable, le CRED, et les objectifs de développement durable, les ODD. L'intercollectivité du Sourou, c'est un ensemble d'actions intégrées pour le développement durable de la vallée du Sourou au Mali. Ouverture à Conakry de la session parlementaire permanente du Conseil national de transition. À cette occasion, le Mali était à l'honneur par la présence du président du Conseil de la transition, Malick Diao, et sa forte délégation. Et cette session se veut un renforcement de liens de partenariat entre nos deux pays. À l'issue de cette rencontre, le président du CNT de la République de Guinée a offert un cocktail dînatoire à la délégation malienne. Le récit de nos envoyés spéciaux à Conakry, Tamsir Diabaté, Oumar Traoré. Une session parlementaire spéciale avec un invité de marque, le président du Conseil national de transition, le colonel Malick Diao, à la tête d'une importante délégation. Cela s'appelle le renforcement de la coopération bilatérale via les organes législatifs. Avant son discours, le président Diao enfile ce boubou made in Guinée, un geste d'amitié et de reconnaissance. Ce pas renouvelé vers le Mali n'a fait que confirmer l'excellence de nos liens familiaux ainsi que l'exemplarité des solides relations historiques que nos deux pays et nos deux peuples ont toujours entretenues. Des liens qui du reste ont été davantage fortifiés au lendemain des indépendances africaines par les présidents Modibo Keïta et Sékou Touré demeurent incassables et inaliénables. C'est le lieu pour moi de rendre une fois de plus hommage à son Excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, chef de l'État de la République serbe de Guinée, à qui je transmets les salutations cordiales de son frère et ami, son Excellence, le colonel Assimi Goïta. Nous sommes sensibles à votre prompte réponse à notre invitation pour prendre part à la cérémonie d'aujourd'hui. Votre présence à nos côtés, en ce moment solennel, constitue pour nous, membres du CNT de Guinée, une invite à appréhender et à savoir porter les charges si nobles qui nous incombent. Les présidents Dansa Kourouma et Malick Diao s'engagent à être au rendez-vous de l'histoire, avec comme objectif d'asseoir les fondements des institutions fortes. Et cela conformément à la vision des colonels Assimi Goïta et Mamadi Doumbouya. Des efforts notoires de nos autorités commencent à porter fruit. Les résultats obtenus, il est vrai, peuvent être différemment appréciés en fonction des sensibilités, en fonction des tendances ou en raison de la complexité des intérêts en présence, mais il faut reconnaître que la finalité ultime recherchée est d'aller à une normalisation politique, instaurer une gouvernance de rupture et doter nos pays d'institutions fortes et légitimes, cela à travers des réformes courageuses et l'organisation d'élections crédibles et transparentes. Les fondements de ces institutions fortes sont posés depuis les premières heures de la mise en place des organes législatifs du Mali et de la Guinée. Je profite de cette cérémonie solennelle pour vous notifier de vive voix ma totale reconnaissance et celle de mes collègues du CNT du Mali suite à la participation de la forte délégation parlementaire que vous avez conduite à Bamako pour l'ouverture de la session ordinaire d'octobre de notre institution. Ainsi, le président du Conseil national de transition a saisi cette occasion pour lancer un vibrant appel au peuple guinéen. Nous demandons humblement à vous, nos frères et sœurs guinéens, d'être au cœur du processus de refondation afin que le sacrifice consenti par les acteurs du changement ne soit pas vain.
Arrêtons les antagonismes malheureux, porteurs de deuil et de souffrance, car la mère patrie a besoin de l'énergie de tous ses enfants pour se reconstruire. Le soutien inconditionnel de la Guinée envers le Mali lors des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA est la preuve que ce sont deux poumons dans un même corps, pour paraphraser le président Ahmed Sékou Touré. La coopération entre le Mali et la Guinée a aussi une dimension culturelle. Cette culture a été magnifiée au cours d'un dîner que le président du CNT de Guinée a offert à son homologue malien et à sa délégation. Au cours de cette cérémonie dînatoire, le président Dansa Kourouma a remis des distinctions à la délégation malienne, une façon de consolider les relations parlementaires. Une délégation conduite par le ministre de l'économie et des finances, Alouseni Sanou, est arrivée à la mi-journée à Moscou. Dans la capitale russe, les missionnaires prendront part à des négociations sur l'approvisionnement du Mali en produits stratégiques, notamment les produits pétroliers, les intrants agricoles, précisément les engrais, sans oublier le blé. Il faut dire que des discussions sont en cours entre les deux pays depuis plusieurs mois, mais le processus a connu un coup d'accélérateur depuis le double entretien téléphonique entre les présidents Vladimir Poutine de Russie et colonel Assimi Goïta du Mali ces derniers temps. La délégation ministérielle est composée notamment du conseiller du locataire de l'hôtel des finances et des responsables de sociétés nationales que sont la CMDT, Compagnie malienne pour le développement des textiles, OMAP, Office malien des produits pétroliers, et l'OPAM, Office des produits agricoles du Mali. Dès son arrivée, la délégation a eu une séance de travail en vue de régler les derniers détails avant les négociations prévues demain. Une séance de travail à laquelle prépare également l'ambassadeur du Mali auprès de la Fédération de Russie. Programme Diaspora Cas d'Espagne. Le Point Diaspora est une initiative innovante développée par le programme Tunkarake. C'est le système qui permet désormais aux parents dans les villages de procéder au retrait des sommes envoyées par leurs proches dans des points installés dans ces villages et bénéficier aussi de retombées des frais de retrait. L'initiative a bien d'autres avantages. Amadou Kodjo pour Le Point. La diaspora malienne en Espagne contribue chaque année à l'économie de notre pays à hauteur de 80 millions d'euros, soit environ 56 milliards de francs CFA. Un apport conséquent qui souvent est mal utilisé. Comment renverser la tendance pour que cette aide puisse aller dans des projets et programmes de développement profitables aux bénéficiaires? C'est à cela que le programme Tunkarake donne une réponse en mettant en place un système de points diaspora dans de nombreux villages. Une initiative bénéfique à plus d'un titre. Hola, buenas tardes. Quería enviar dinero a Mali, depósito bancaria. Fini les longues distances pour encaisser les sommes envoyées. Une partie des frais de retrait de cet argent est destinée au développement des localités concernées. Le programme Tunkarake permet aussi d'accroître le taux de bancarisation au Mali qui, selon les statistiques de 2020, tourne autour de 19,03%. Une source de motivation pour les banques maliennes. Depuis sa création, les plus hautes autorités du Mali ont donné des directives à la Banque malienne de solidarité, parmi lesquelles le rapprochement des couches les plus défavorisées, ainsi que les Maliens de l'extérieur au secteur bancaire. La Banque malienne de solidarité a jugé nécessaire, à l'ère du numérique, d'être encore plus proche des Maliens de l'extérieur partout dans le monde. L'objectif de la Banque malienne de solidarité dans un délai proche est de proposer ses services et produits à tous les Maliens de la diaspora. Ce partenariat gagnant-gagnant va sans doute favoriser une inclusion financière massive dans les villages à travers les points diaspora. Nous savons que dans notre pays, la diaspora joue pour beaucoup. Nous recevons beaucoup de flux de la diaspora. Plusieurs banques sont positionnées dans les pays comme la France, l'Italie, l'Espagne pour pouvoir capter ces flux de la diaspora-là. Le programme Tunkarake cadre donc avec la vision des plus hautes autorités de la transition qui ont en vue de maximiser ses contributions pour le développement harmonieux des zones concernées, en particulier, mais aussi du Mali en général.
Le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions, Ibrahim Ikassa Maïga, a présidé ce jeudi 27 octobre la cérémonie d'ouverture des travaux de l'atelier national de validation de l'avant-projet du programme national d'éducation aux valeurs PNEV. Reportage Jules Sambou Sissoko. La rencontre capitale en cours consacre la présentation et la validation de l'avant-projet du Programme national d'éducation aux valeurs PNEV, au terme d'un processus long et intense sur des valeurs cardinales de citoyenneté. On retient la civilité, le civisme et la solidarité qui ont longtemps structuré et régulé la société malienne. Le comité d'experts a produit un document de qualité. Le document du Programme national d'éducation aux valeurs que nous vous présentons aujourd'hui comprend deux grandes parties. Premièrement, le programme cadre procédant de la vision de la refondation, fait de rappels, de réflexion et d'analyse, de regard, d'évaluation, mais aussi de préconisation sur le système de valeurs destiné à l'enseignement et à l'éducation civique, morale et patriotique. Et deuxièmement, le plan d'action national, accompagné du plan de communication pour sa mise en œuvre. La démarche découle d'une volonté claire et affichée, doublée de vision des plus hautes autorités de la transition, dans le cadre de la refondation centrée sur la formation des citoyens de type nouveau. Vous vous souviendrez que l'idée du programme a germé il y a exactement 12 mois de cela. Le président de la transition a décidé de confier au ministère de la refondation de l'État l'élaboration du programme national d'éducation aux valeurs, et au ministre en charge de la culture, celle de la charte de l'éthique et des valeurs. Le ministre exprime sa satisfaction avant de remercier le comité d'experts pour le travail abattu au nom du Mali. Nous exhortons à examiner avec toute la gravité requise le plan d'action national qui est soumis à votre analyse durant ces 2 jours de travaux. Il ne fait nul doute que le programme national d'éducation aux valeurs reste aujourd'hui une des pierres angulaires du vaste chantier de la refondation pour l'avènement d'un Mali nouveau. Le gouvernement illustre une valeur bien mentionnée dans le document, à savoir la solidarité, avec la présence de plusieurs ministres à la cérémonie d'ouverture. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme a procédé à l'ouverture des travaux de la validation nationale des données de l'annuaire statistique du secteur de la justice de 2016 à 2021. L'objectif de cette approbation est de bâtir une justice performante, crédible et accessible. Reportage Maïmouna Doumbia. Les données de l'annuaire statistique qui sont validées permettront au secteur de la justice d'avoir une plus grande visibilité et lisibilité de son action. Cette production met en évidence principalement les informations statistiques telles que le nombre de dossiers entrés et jugés par type d'infraction, par nature et par an, ainsi que les stocks de dossiers non jugés à reporter pour l'année qui suit. Nous avons passé 6 années sans produire l'annuaire statistique du secteur. C'est dans ce cadre que le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, à travers la cellule de planification et statistique du secteur de la justice, a donc entrepris une série d'activités, d'opérations, non seulement de missions de terrain, de collecte des données, de traitement des données, d'analyse des données. Donc c'est tout ça mis ensemble qui nous ont amené aujourd'hui à des données qui sont maintenant prêts à être validées pour les années 2016 à 2021. L'élaboration du document sur les données statistiques 2016-2021 a sollicité le concours des partenaires techniques et financiers dans l'intention de porter haut la loi d'orientation et de programmation pour le secteur de la justice 2020-2024. Notre soutien à la cellule de planification et de statistiques du ministère de la Justice pour la mise en place d'un système central de récolte et d'analyse des données statistiques s'accompagne aussi d'un soutien direct aux juridictions et à leurs principaux responsables, afin qu'ils utilisent ces statistiques pour mieux piloter et mesurer l'efficacité de leurs tribunaux. Le PROSMED intervient sur plusieurs thématiques de manière complémentaire. Il concentre ses activités sur 22 cercles des régions du centre, du sud et du nord du Mali. Le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme estime que ce jour de validation des données statistiques restera mémorable dans les annales du secteur de la justice au Mali après 7 ans d'interruption. Il n'est nul besoin de rappeler ici l'importance des données statistiques pour le secteur de la justice dans notre pays, dans la mesure où un vaste programme de réformes législatives et réglementaires est engagé afin d'accompagner le mouvement de refondation de l'État
conformément aux orientations éclairées de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Les données statistiques désormais disponibles serviront d'outils d'aide à la décision et de boussole pour le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme dans le cadre de la définition des choix stratégiques et d'élaboration des politiques publiques pour le secteur de la justice. Le troisième pouvoir vient de faire un grand pas, mais des défis restent à relever. Il s'agit essentiellement de la pérennisation de l'opération de production de l'annuaire statistique pour que chaque année, elle puisse être produite à temps et que les données soient diffusées conformément aux stipulations de la loi de programmation et d'orientation pour le secteur de la justice. Célébration conjointe aujourd'hui à Banamba de la Journée internationale de la femme rurale et de celle de l'alimentation. À cette occasion, les femmes rurales ont reçu des équipements et des kits d'alimentation. Plusieurs membres du gouvernement ont fait le déplacement. Les détails avec Diemba Moussa Konati. Au Mali, les résultats des enquêtes nationales sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle réalisées en 2020 montrent que l'insécurité alimentaire touche chroniquement près de 24% des ménages, dont 20% par la forme modérée. La célébration conjointe de la Journée internationale de la femme rurale et de la Journée internationale de l'alimentation est donc une tribune appropriée pour les autorités de la transition de mieux informer et sensibiliser les populations rurales pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire au Mali. Aujourd'hui, l'agriculture et les systèmes alimentaires sont confrontés à un éventail sans précédent de défis. Nous devons nourrir une population mondiale croissante dans un contexte de contraintes majeures qui sont, entre autres, la flambée des prix, l'insécurité civile, les conflits armés, les crises prolongées et les changements climatiques. Ça nous permet de se connaître et ça nous permet aussi d'échanger entre nous. Et on a reçu aussi beaucoup de matériel au nom des femmes rurales du cercle de Banamba aussi. Le nouveau cadre stratégique 2022-2031 de la FAO appuie la réalisation d'un programme de développement durable à l'horizon 2030 pour une transformation des systèmes agroalimentaires destinés à les rendre plus résilients et plus durables. Les femmes rurales produisent, transforment et préparent la plupart des aliments qui sont disponibles. Elles sont les principales actrices de la sécurité alimentaire, malgré le fait qu'elles font face à des défis comme la pauvreté, la marginalisation. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Modibo Kone, pour sa part, a invité les femmes rurales à se constituer en GIE autour des actions de développement de leur localité. Pour la ministre Wadidje Founé Koulibaly, les femmes rurales jouent un rôle clé dans la production, la sécurité et la souveraineté alimentaire et nutritionnelle. Dans le monde, comme au Mali, les femmes rurales représentent 70% de la population active agricole. Cependant, elles sont sous-représentées dans les instances de décision au niveau du monde rural. L'objectif visé par la Journée mondiale de l'alimentation est de renforcer la sensibilisation et l'action en faveur des objectifs faim zéro et les populations qui souffrent de la faim, de l'insécurité alimentaire et manque de régime nutritif sain. Auparavant, la délégation avait visité le périmètre maraîcher de la coopérative des femmes d'Igifa d'Ngalamadibi, une coopérative de 200 femmes qui travaille sur une parcelle de 9 hectares dont seulement 5 hectares et demi sont en exploitation. La visite des stands et la remise des attestations d'honneur au président de la transition et aux autorités présentes à la cérémonie ont été des temps forts de cette journée. Au niveau des expositions, le système d'irrigation solaire de la Madère a impressionné plus d'un. La célébration de la journée de la femme rurale a été sanctionnée par la remise d'un important lot de matériel aux femmes rurales. Une mention spéciale a été faite au chef de l'exécutif régional, le colonel Lamine Kapori Sanogo, pour toutes les actions de développement qu'il ne cesse d'entreprendre pour le développement de la région de Koulikoro.
Grand format sur une commune rurale avec 3 femmes leaders. Il s'agit de Madina Sako dans le cercle de Banamba. La mairie, la sous-préfecture et l'entreprise qui électrifie la localité sont dirigées par des femmes battantes. Des femmes sous nos projecteurs en cette journée de célébration de la femme rurale. Une signature de Cheikh Oumar Sangari. Madina Sako, une trentaine de kilomètres de Banamba dans la région de Koulikoro. Dans cette localité soninké, la femme est au cœur du développement. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Je tiens à ce que mes enfants et petits-enfants étudient bien. Grâce à l'électricité, les enfants s'exercent régulièrement. Le fait que Awa n'a pas fréquenté l'école ne l'empêche pas d'être leader communautaire. Elle est la maire d'une commune rurale de 35 villages et 42 hameaux avec une population de plus de 32 000 habitants. C'est son courage qui l'a conduit au devant de la scène politique. Les hommes de mon village, plus précisément ceux de mon parti, m'ont choisi pour mon courage et mon engagement pour la localité. C'est ainsi que j'ai été proposée. Grâce aux bénédictions de mon époux et de mes parents, j'occupe le fauteuil de maire avec foi. Dès lors, celle qui est passée par l'école coranique et des cours d'alphabétisation gère avec dextérité les affaires de la commune rurale. L'entreprise Afrimpex, qui assure l'électrification du village, est une initiative de Mme Bachili Mariam Kanyassi, une entreprise féminine dirigée par une autre femme. Une femme dans ce secteur, c'est pas facile, mais ce n'est pas du tout impossible. Il faut juste appliquer les bonnes méthodes de gestion, se faire aider par les travailleurs adéquats, surmonter les rejets en tant que femme. Et je pense qu'avec ça, on peut mieux gérer l'entreprise. Aïcha est une gestionnaire d'entreprise sortie de l'École nationale d'administration en 1999. Après ses études, elle a travaillé dans plusieurs autres entreprises publiques et privées avant de poser ses valises à Afrimpex. La native du Nord se plaît de travailler en milieu rural et maintient un bon climat et dans l'entreprise et avec la promotrice. On s'appelle presque tous les jours. Je le fais le compte rendu ici aussi. Et là, ça se passe bien. Cette centrale de 50 kW crête est un système mixte solaire associé au thermique appelé hybride. Sa réalisation a été soutenue par l'État et son partenaire, la Banque mondiale, à travers le projet Système hybride d'électrification rurale (SHARE), porté par l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale à Madère. Ici, la femme est au cœur de la politique énergétique en milieu rural. Les femmes sont incontournables au développement et les femmes sont les grandes consommatrices d'énergie. Donc pour cela, il faut impliquer les femmes. Donc ce qui a fait que la cellule JAR a été créée au sein de la Madère depuis 2012 et elle fonctionne. Dans toutes les localités où il y a les centrales, on installe les centrales, nous éclairons les CESCOM et précisément les maternités. Justement, dans le village de Madina Sako, l'initiative féminine d'électrification rurale améliore considérablement les conditions de vie des populations. La cour a été éclairée, les chambres ont été éclairées. D'abord, il faut de la lumière pour travailler la nuit. Vous voyez. Donc, même si la ficelle tombe par terre, tu peux ramasser maintenant, à cause de l'éclairage. Maintenant, il faut que la chambre soit ventilée pour que les médicaments sont dans les meilleures conditions. Mon mari est parti se faire soigner. C'est avec les frigos que je subviens aux besoins de la famille. Malgré son enclavement et sa situation sécuritaire précaire, l'arrondissement de Madina Sako est dirigé par une autre femme, cette fois-ci du corps préfectoral. J'ai choisi ces métiers par amour et également pour magnifier la légalité entre hommes et femmes.
dans les affaires publiques de l'État. En 1997, Yuma Konaté décroche son brevet de technicien en secrétariat de direction. Elle fut admise à la fonction publique en 2005 et occupe des postes d'assistante administrative dans plusieurs localités du pays. Gouvernorat de Ségou, sous-préfecture de Kempakana, préfecture de Bankas et de Douanza. C'est en juin dernier que Yuma fut nommée sous-préfète de l'arrondissement de Madina Sako. Je n'ai pas connu beaucoup de difficultés parce que mon mari même m'encourage en ce sens. Partout où j'ai passé, je n'ai rencontré que des sous-préfets qui étaient très gentils avec moi du moins. De la gestion administrative à la gestion politique en passant par l'électrification, le village de Madina Sako est un symbole fort de l'émancipation de la femme en milieu rural. À Kita, le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes est allé voir les préparatifs du pèlerinage chrétien. Mahamadou Koné a visité l'église, les espaces de prière et échangé avec les paroissiens. Le point avec Mahamadi Alioubari. Le 51e pèlerinage de l'Église catholique est prévu cette année du 19 au 20 novembre prochain à Kita. Pour constater l'état d'évolution de cette grande messe de l'Église catholique, le ministre des Affaires religieuses, de culte et coutumes s'est rendu respectivement à l'Église de Kita, au cimetière des Pères Blancs, la colline Mariale et les maisons de sœurs. Une visite saluée par les responsables de l'Église de Kita. Je suis très content des travaux déjà effectués. Donc pour moi, je ne fais que remercier la délégation, le ministre et le président Assimi Goïta. Les préparatifs vont commencer, Inch'Allah, avant le jour J, tout sera prêt. Nous remercions Allah Subhanahu wa Ta'ala qui nous a facilité ce voyage à Kita ici, dans le cadre de la mission précurseur du pèlerinage catholique annuel qui se tient chaque année ici à Kita. Le colonel Assimi Goïta nous a dépêché de venir ici pour voir l'état des lieux des travaux que notre ministère a effectué l'an passé et dans le cadre de la mise à niveau des cimetières. Je crois que nous avons un gouverneur très sage ici à Kita qui chaque fois il nous remonte les doléances des chrétiens et même des musulmans aussi. Le ministre accompagné des autorités régionales a salué les organisateurs du pèlerinage avant de les encourager à multiplier les prières et bénédictions pour un Mali nouveau, uni et prospère. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, sur la base de la délibération de la Commission nationale d'observation de la Lune, a l'honneur d'informer la communauté musulmane du Mali que le croissant lunaire Rabiul Sahani ou la Sirifolo a été aperçu le mercredi 26 octobre 2022 dans plusieurs localités du pays. En conséquence, le mois lunaire Rabiul Sahani ou la Sirifolo débute au Mali ce jeudi 27 octobre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Le directeur général de l'Office de radio-télévision du Mali ORTM, Hassan Baba Diombélé, à la tête d'une délégation, est en visite de terrain à l'intérieur du pays. Il est arrivé ce mardi dans la région de Gao. Le point avec Arakia Toutouré, Alassane Ahmadi. Cette visite de 72 heures a permis au directeur général de l'ORTM et sa délégation d'échanger avec les autorités administratives, les forces vives de la région, les ONG et le personnel de la station régionale de Gao. Des échanges qui ont permis de recenser les défis et nouer un partenariat gagnant-gagnant pour la bonne marche de la structure. Il y a eu un échange à bâton rompu pour comprendre certaines choses. Il était important pour nous d'expliquer la mission de l'ORTM, d'expliquer aussi tout ce que nous avons comme programmation, tout ce que nous avons comme ambition pour améliorer la qualité de nos programmes à l'intention des auditeurs, des téléspectateurs de la région. Toute chose qui a aussi permis à certains partenaires d'exprimer leur soutien à l'ORTM ainsi que leurs préoccupations. Le temps pour la diffusion des éléments. Vous faites passer un reportage, ça prend 3 jours ou bien une semaine pour que ça puisse passer à la télé. Donc si on arrive à améliorer cela, c'est une très bonne chose pour les gens. L'ORTM, le canal de communication national. Soutenir l'ORTM serait vraiment un devoir d'accompagnement
Le chef de l'exécutif régional qui a pris part au débat se réjouit de la visite du directeur général de l'ORTM à Gao et salue la tenue de la rencontre. Beaucoup pensent que c'est un service de l'État, mais le côté office n'est pas perçu par beaucoup. Donc ça nous a permis de comprendre. Nous nous en réjouissons par cette visite chez le DG de l'ORTM. Auparavant, le directeur et sa délégation ont visité les installations de la station régionale de Gao et échangé avec le personnel. Le visiteur du jour s'est dit conscient des difficultés évoquées et salue les efforts consentis par les travailleurs. Nous sommes dans une situation pas du tout facile. Les difficultés au niveau de la centrale sont connues. Nous allons petit à petit, ensemble, essayer de trouver des solutions. On n'oublie personne. La délégation a aussi rendu des visites de courtoisie aux autorités administratives, aux notabilités de la région et au président du conseil de cercle. Dans la zone de défense de Ségou, un opérateur économique accompagne le service social des armées en offrant des vivres et non-vivres aux veuves, orphelins et blessés de guerre. Reportage de la DIRPA avec la voix de Fousseni Samaki. Ce don est composé de 5 tonnes de riz, 200 bidons d'huile de 5 litres, 8 fauteuils roulants. Les bénéficiaires sont les veuves, les orphelins et les blessés de guerre de la zone de défense de Ségou. Le donateur établissement Koulibaly et Frères entend ainsi contribuer aux efforts de guerre de l'armée malienne. C'est pour montrer aux militaires que nous qui ne prenons pas les armes, on est avec eux. Si nous sommes tranquilles, c'est parce qu'ils veillent sur nous. On les félicite. Les bénéficiaires saluent cette initiative qui s'inscrit dans le cadre de l'accompagnement des populations aux FAMA dans la lutte contre les forces du mal. Que je m'exprime aujourd'hui au nom du ministre de la Défense des anciens combattants, du chef d'état-major général des armées et au mien propre pour adresser un vif remerciement à la société Koulibaly et Frères pour ces actes philanthropes matérialisés par cette donation qu'ils viennent apporter aux veuves et orphelins des militaires tombés sur le champ de l'honneur de la région de Ségou. Les autorités régionales de Ségou ont, au cours de cette cérémonie, invité chaque citoyen à jouer pleinement sa partition pour la reconstruction nationale. Afin de renforcer la cohésion sociale entre frères d'armes, l'état-major de l'armée de l'air vient d'organiser un repas de corps. Il est couplé à l'inoculation de nouvelles infrastructures à la base 100, le récit de Anchata Koulibaly. La base 100 de Bamako respecte la tradition en rassemblant tout le personnel de sa structure et d'autres frères d'armes pour partager son repas de corps. La cérémonie est placée sous les signes de la cohésion entre les frères d'armes et l'attente nationale pour renforcer l'union et consolider l'esprit de corps. Ce repas est initié au niveau des armées pour la cohésion. C'est pendant les repas de corps que les soldats, les sous-officiers et les officiers se retrouvent et discuter dans la fraternité pour que les gens puissent avoir l'estime. La cérémonie est mise à profit pour inaugurer de nouvelles infrastructures à la base 100 de Bamako. Elles sont réalisées avec l'appui des autorités de la transition dont le souci constant est d'améliorer les conditions de travail des forces armées maliennes. Les chefs d'état-major adjoints de l'armée de l'air exhortent les aviateurs à la bonne utilisation et à l'entretien de ces bâtiments. Le projet Archipelago renforce les capacités entrepreneuriales de 30 jeunes opérateurs économiques de Sikasso à travers une session de formation de 5 jours. Compte rendu Moussokoro Sérémé Amadou Dolo. Après la formation des membres consulaires régionaux, c'est au tour des jeunes opérateurs économiques d'acquérir de nouvelles connaissances en entrepreneuriat dans le cadre de la composante 1 du projet Archipelago Mali. Un programme qui repose sur la mobilisation des organisations du secteur privé africain et européen à travers le réseau de la conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones. Les jeunes, une fois, que ce soit les jeunes diplômés ou les jeunes non diplômés, chacun estime que la meilleure valorisation, c'est d'avoir un emploi salarié. Donc nous sommes dit que compte tenu du potentiel de notre pays, nous sommes dit qu'il faut trouver un moyen de renforcer non seulement de sensibiliser les jeunes, de renforcer leur esprit d'entreprise, aussi et surtout de renforcer leur capacité à créer des entreprises et à pouvoir les gérer.
processus de création et de gestion d'entreprise, plan de financement et problématiques de la fiscalité. Tels sont entre autres modules qui seront dispensés pendant 5 jours à ces 30 jeunes dont certains sont porteurs de projets. La finalité est de tirer profit des potentialités de la région afin de créer des entreprises répondant aux besoins du marché local et de l'économie nationale. Les jeunes opérateurs économiques qui sont là à Sigasso, s'ils pataugent, on ne s'en sortira pas. Donc venir les former sur l'entrepreneuriat, mais que certains aient déjà une entreprise ou pas, certains auront l'occasion de savoir comment organiser une entreprise, d'autres sauront comment perpétuer leur entreprise et certains vont chercher à prospérer la leur. Le projet Archipelago Mali est un financement du Fonds fiduciaire de l'Union européenne. Il est mis en œuvre par la Chambre de commerce et d'industrie du Mali en partenariat avec l'Assemblée permanente des chambres de métiers. Sous la présidence du ministre de l'Éducation nationale, un nouveau programme a été lancé ce matin à Bamako. Playground X-Rise, c'est son nom. Il vise à sensibiliser une centaine de jeunes filles et garçons sur les dangers de la migration à travers le basketball. Fousseni Tunkara. Nous sommes dans la cour du lycée public de Niamakoro. Ces jeunes en tenue de sport sont issus des 5 lycées du district de Bamako. Ils participent à un programme dénommé Playground X-Rise. Une initiative pilotée par le projet CID, Sport pour l'éducation et le développement économique, basé à Dakar au Sénégal. Ils sont là aujourd'hui, ils sont sensibilisés à jouer au basket, ils vont apprendre des valeurs très importantes dans la vie communautaire qui leur permettra de rester dans leur pays, dans notre continent, de ne pas briguer les vagues, la Méditerranée, le Sahara. Pour leur mort, c'est un suicide. Et nous, on supplie les jeunes de rester sur ce continent et de travailler. Il y a tout dans ce continent. Dans cette démarche de sensibilisation en faveur des jeunes du Mali, voire de l'Afrique, les projets CID évoluent avec l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Ces infrastructures, elles, abriteront à partir de ce jour et jusqu'au 18 décembre 2022 les enseignements sur les valeurs clés liées au développement personnel, aussi aux questions de migration, telles que le respect, la résilience et l'ouverture d'esprit. Le programme inclut également la participation des leaders communautaires et de migrants de retour, ainsi que des sessions de sensibilisation. Le programme qui vient d'être entamé suscite un intérêt particulier pour le ministère de l'Éducation nationale. Voilà pourquoi les acteurs scolaires étaient représentés en nombre à cette cérémonie de lancement. Il cadre parfaitement avec les approches pédagogiques par compétences prônées actuellement comme stratégie d'enseignement-apprentissage en cours d'exploitation dans nos écoles fondamentales et secondaires. Pour mener à bien ces objectifs, le programme met à la disposition des bénéficiaires des infrastructures sportives. Ce terrain de basket est un exemple frappant. À noter que l'Union européenne accorde un appui de taille pour la mise en œuvre du projet Playground X-Rise. Point Covid. Ce 27 octobre 2022, les services de santé ont enregistré un cas positif sur 382 tests réalisés. Un patient guéri, 0 décès. Actuellement, 9 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Le Mali à l'honneur. La session du conseil d'administration de l'UPU d'octobre 2022 a été marquée par l'adhésion de nouveaux membres au comité consultatif. Figure parmi ces grands groupes et entreprises ADS Mali. ADS est la toute première structure africaine à figurer dans ce cercle très restreint des grandes firmes qui œuvrent pour la transformation et l'innovation. L'un des mots qui ronge le monde actuellement, c'est la volonté de certains de faire de leurs normes l'aune d'appréciation pour toute l'humanité. Cela s'appelle l'universalisme. Ainsi, vous entendrez droit universel, culture ou éducation universelle et bien d'autres. Chronique un jour une formule se penche sur ce qui est devenu comme un phénomène de mode sur Ibrahim Keïta. Qu'il soit des droits, de la religion ou de la philosophie, l'universalisme prend la réalité comme un tout unique, englobant tous les individus et qui n'accepte d'autorité que dans le consentement de tous.
Universalisme, ça veut dire que les mêmes valeurs sont partout dans le monde, chez tous les peuples, les mêmes valeurs. S'il s'oppose à l'individualisme, il conçoit les idées et les valeurs indépendantes du temps et du lieu. Universalisme des droits de l'homme en est une illustration. Par exemple, le fait de savoir que la femme est importante dans notre vie, c'est elle qui donne la vie. La politique, gérer une nation, c'est universel. Tout le monde gère la nation selon ses options politiques, économiques, sociales, etc., éducationnelles, etc. Donc ça, c'est universel. Toutes ces valeurs sont universelles, mais elles sont différentes d'un peuple à un autre. Il y a une chose qui me fait vraiment peur, c'est plutôt les valeurs qui viennent d'Occident, pas le matériel, pas l'économique. Parce que par exemple, on nous rabâche les oreilles avec cette histoire de droits de l'homme, de droits de l'enfant, de droits de ceci, de droits de cela. Suite après avoir épuisé, si je puis dire, le sol et le sous-sol et puis l'être humain du Sud, on veut véhiculer cette idée un petit peu universelle, universaliste, que nous sommes tous égaux uniquement sur le papier. C'est cette idée qui est un petit peu dangereuse. Moi, je pense que la société européenne n'a pas d'image humaniste. C'est uniquement des problèmes d'intérêt, de profit. Chez eux, il y a l'homosexualité, il y a tout ce qu'on veut, tous ces vices-là, qui ne sont pas universels. Le LGBT, là, c'est pas universel, mais ils veulent la rendre universelle. Ça, effectivement, sont des vices, ce sont des gros défauts de l'humanité qu'il faut écarter. Et ils sont les seuls à les défendre. C'est nous qui serions habilités à parler d'universalisme en imposant nos valeurs parce que ce sont les meilleurs au monde. Elles ont toujours été imitées, elles n'ont jamais été égalées, elles ne seront jamais égalées. Donc on peut parler d'universalisme, mais il n'y a aucune valeur qui peut être universelle et s'appliquer au reste du monde. Non. Chacun voit l'universalisme à sa propre manière. Et comment on peut sortir de cet engrenage? Mais il n'y a pas d'engrenage, il suffit seulement de pratiquer nos valeurs. Le vrai universalisme, en fait, s'impose à tous sans interférence ni discrimination. Le village planétaire qu'impose les sciences, techniques et technologies, la gouvernance qui existe toujours avec les hommes, où qu'il soit, le langage ou la langue propre aux humains. Pour le reste, et comme le martèle le chanteur, on est ce qu'on est. Et vous êtes ce que vous êtes. Sport, football. La cérémonie de lancement de la deuxième édition de la Coupe du numérique s'est déroulée le mardi 25 octobre sur le terrain synthétique de l'ACI 2000. En ouverture, l'équipe de la SMDT a battu celle de l'ERTM par 1-0. Reportage Salif Dakité. Coup d'envoi symbolique et c'est parti pour la deuxième édition de la Coupe du numérique. Parrainé par Saïdou Pona Sangaré, président de l'AMRTP, la deuxième édition de la Coupe du numérique verra la participation de 10 structures issues du monde du numérique. Il s'agit de l'AMRTP, de l'AGFO, de l'ERTM, de l'AMAP, de l'APDP, de l'AGETIC, de la Poste, de la SMTD, de la HAC, et de la DNN. Cette fête du numérique est une occasion de se retrouver en dehors de nos bureaux pour partager autour du sport nos valeurs sociétales. Par ma voix, la commission d'organisation invite les différentes structures à mobiliser leur personnel pour venir encourager les équipes. En se lançant dans l'organisation d'un tournoi de football, nous avons en effet comme noble ambition de créer un espace de brassage et de partage des valeurs culturelles que nos 10 structures ont en commun et qui s'expriment sans limite dans notre vie quotidienne. Les structures membres du monde numérique se doivent d'être un espace convivial et intégré afin de s'insérer harmonieusement dans le concept des économies numériques dans un monde globalisé et devenir, grâce aux technologies de l'information et de la communication, un village planétaire. Sur le terrain, l'équipe de football de l'ORTM, habillée en vert,
est face à celle de la SMTD. La formation de la SMTD l'emporte de justesse par 1-0. Un rendez-vous dans nos programmes ce soir. Malamine Kone, PDG de la marque Ernest, invité de la semaine avec Amadou Kodjo. Il nous explique notamment les objectifs du trophée des initiatives qu'il organise le 7 novembre prochain dans le cadre du mois de la solidarité. Il revient aussi sur son parcours. Invité de la semaine à suivre après PMU Mali. Voilà, c'est la fin de cette édition. Retrouvez demain 20h Nyanya Lou Traoré. Merci et bonsoir.